Les travaux de réhabilitation du lycée professionnel de Jacquesville vont démarrer. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, en déplacement dans la ville, a donné le premier coup de pioche aujourd'hui. Et nous aurons un dossier. Dans ce 20h, nous jeterons un regard sur le mécanisme d'obtention de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. Quelques années après son instauration, quel bilan dressé? Comment travaille le guichet unique du foncier qui gère l'ACD? Les Ivoiriens sont-ils satisfaits? Nous aurons les éléments de réponse dans ce 20h. Et les obsèques nationales de l'ancien président israélien Shimon Peres ont eu lieu aujourd'hui à Jérusalem. Le prix Nobel décédé mardi a été inhumé en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président ivoirien Alassane Ouattara. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal de RTI 1. Le chef du gouvernement ivoirien a donné le premier coup de pioche aujourd'hui, un coup de pioche qui marque le démarrage des travaux de réhabilitation du lycée professionnel de Jacquesville. Daniel Kablan-Duncan était dans la ville aujourd'hui. Pour lui, les travaux qui démarrent s'inscrivent dans la dynamique du gouvernement d'apporter des solutions à l'emploi des jeunes. Explication Alexis Ouedraogo. Des équipements agressés par la rouille, des salles de classe inutilisables. Le lycée professionnel de Jacquesville est à l'agonie. Pour mettre un terme à ses souffrances, le chef du gouvernement a donné ce vendredi le coup de pioche qui lance les travaux de réhabilitation. Professeurs, élèves et stagiaires en attendent beaucoup et c'est d'ailleurs le maire qui s'est fait porte-voix de leur attente. Deux partenaires appuient cette initiative de réhabilitation, l'Union européenne et l'ONUDI. Ils ont été élevés au rang d'officiers de l'ordre national par la grande chancelière. Auditeur attentif aux doléances du lycée, le chef du gouvernement a annoncé de prochaines réparations. Nous avons noté le souhait de voir clôturer les 25 hectares. C'est énorme d'ailleurs, 25 hectares. Et surtout très bien situé, mais enfin, j'ai noté aussi le problème des dortoirs, n'est-ce pas, les jeunes. Bien. Donc, j'ai demandé au ministre en charge de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de travailler avec le responsable du lycée, le directeur du lycée, de manière à ce que nous puissions avoir avec les entreprises les évaluations de coûts et qu'on puisse les programmer assez rapidement. Le lycée professionnel de Jacquesville réhabilité devrait être livré fin 2017. Comme promis, on en arrive au dossier de ce 20h consacré au mécanisme d'obtention de l'ACD, l'arrêté de concession définitive. L'ACD est désormais le seul document qui donne la pleine propriété. Mais quelques années après son instauration, quel bilan dressé? Comment travaille le guichet unique du foncier qui gère l'ACD? Les Ivoiriens ont-ils bien intégré la réforme? Sont-ils satisfaits des procédures et délais d'obtention? Notre reporter Serge Kolia a enquêté. Voyons son dossier. Il y a encore quelques années, entreprendre des démarches administratives pour obtenir un titre de propriété sur un terrain constituait un véritable parcours du combattant. Il y avait la lettre d'attribution, ensuite l'arrêté de concession provisoire et le certificat de propriété. Une longue procédure pour une panoplie de documents qui finissait par décourager les plus tenaces. À l'époque, il y avait des plaintes déjà, les dossiers traînaient. Pour simplifier la procédure et unifier l'acte, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Construction et de l'Urbanisme, a mis en place la réforme de l'ACD, l'arrêté de concession définitive, le seul document qui confère la pleine propriété à une personne. Il est délivré par le guichet unique du foncier. Nous sommes la porte d'entrée et nous sommes la porte de sortie. Et donc l'usager lambda qui vient au ministère de la Construction, au lieu de s'adresser directement au service technique, s'adresse au guichet unique. Et le guichet unique prend leur courrier et transmet au service technique qui le traite et donne une suite à cela. La réforme instaurée en 2013 a souri à Céline. Ce matin, elle est toute heureuse. Elle vient de voir son nom défiler sur l'un des écrans installés dans le hall de la Tour D à la cité administrative du Plateau, là où sont logés les services du guichet unique du foncier. C'est un sentiment de joie parce que c'est une lutte acharnée pour avoir ce document-là. Je suis contente ce matin. Comme Céline, beaucoup d'anciens ou de nouveaux acquéreurs de terrain ont compris que la sécurisation de leurs biens passe par l'ACD. Chaque jour,
Des dizaines de demandeurs se succèdent au guichet unique du foncier. J'ai eu la CD il y a peut-être 3 mois. Donc là, je suis en train de faire une deuxième demande. Honnêtement, ça va. La réforme de l'ACD ne fait pas toujours des heureux. Je suis venu pour un dossier de notre terrain d'église qui a été rejeté. Donc on est venu voir le directeur pour pouvoir en fait voir les motivations pour pouvoir obtenir notre ACD. J'ai déposé un document à Bassam. 20 ans, après avoir fini de construire, 20 ans après, je paie les impôts, je fais la demande de l'ACD là-bas. Le monsieur qui s'occupait du dossier il me dit non que bon, ton dossier a été rejeté parce qu'il y a le nom d'une autre personne dessus. Pour l'État, il y a un seul acte qui consacre la propriété. C'est l'arrêté de concession définitive. Maintenant, avant, si il y a eu des transactions sur la base des droits coutumiers et autres, s'il y a un problème, il ne peut pas avoir de sécurité. Ça sous-entend qu'il ne peut pas avoir d'ACD. 21 jours, un temps record pour boucler toutes les formalités. C'est le pari que se fixe le guichet unique du foncier. Mais un délai qui, au dire des demandeurs, reste pour l'heure un slogan. J'ai déposé mon dossier en 2015, octobre 2015 précisément. C'est jusqu'en 2016, juillet 2016, que j'ai pu obtenir mon ACD. Pour moi, a un peu tardé 2 mois parce qu'il y a eu un rejet. Il y avait un papier que je n'avais pas mis dans le dossier. Dans le domaine du foncier, le plus important, ce n'est pas le délai. Le plus important, c'est la sécurité. Ce n'est pas une marchandise ordinaire, c'est du foncier. Bon, donc, nous sommes obligés de régler tous les problèmes à la base avant que l'arrêté de concession définitive ne soit prise. Au guichet unique du foncier, la transparence semble être de mise. Il est d'ailleurs recommandé aux demandeurs d'ACD d'éviter les intermédiaires. Si vous n'évitez pas les intermédiaires, l'intermédiaire peut vous dire qu'un acte qui est 10 000 francs, il va vous dire que c'est 100 000. Et donc, nous, on évite ça. Il faut venir directement. Et surtout que maintenant, nous avons informatisé tout le circuit de traitement. Et donc, aujourd'hui, l'usager peut être chez lui à la maison et puis savoir l'état d'avancement de son dossier. Il est bon de souligner que la demande d'ACD déposée au guichet unique du foncier est traitée par la direction du domaine urbain qui produit le projet d'attestation domaniale en 21 jours si tous les papiers sont en règle. Le dossier est ensuite transmis à la conservation foncière et à la direction du cadastre pour le bornage avant la création du titre foncier. C'est à l'issue de ce circuit entre le ministère de la Construction et de l'Urbanisme et le ministère de l'Économie et des Finances que l'ACD peut être délivré. Le respect des délais dépend de la qualité du document. Nous avons réussi à reverser environ 25 000 arrêtés de concession définitive sur le marché hypothécaire. Aujourd'hui, tous les détenteurs de ces actes sont éligibles au crédit hypothécaire. On peut aisément faire des transactions, on peut hypothéquer le bien pour avoir un prêt, pour pouvoir réaliser des projets, surtout des projets immobiliers. L'autre avantage, nous avons réussi à minimiser les litiges après l'acte. Aujourd'hui, nous ne connaissons aucun cas de double ACD sur la même parcelle. 3 ans après la réforme de l'ACD, le bilan est plus que positif pour le ministère de la Construction et de l'Urbanisme. Les Ivoiriens ont bien intégré la réforme. De nombreux propriétaires terriens rencontrés en tirent un réel motif de satisfaction. L'ACD garantit surtout la pérennité du bien immobilier acquis sur lequel l'on peut réaliser ses projets les plus chers. Et c'était le dossier sur l'ACD, l'arrêté de concession définitive, un dossier de Serge Coléa du service Société de la rédaction. Au chapitre politique à présent, le président de l'Alliance des forces démocratiques, Pascal Affi-N'Guessan, était face à la presse aujourd'hui dans les locaux du Front populaire ivoirien. Il s'est prononcé sur le projet d'élaboration d'une nouvelle constitution. Pascal Affi-N'Guessan demande l'annulation de ce projet. Maïsako. Pascal Affi-N'Guessan donne encore de la voix et dénonce le projet d'élaboration d'une nouvelle constitution. Le président de l'Alliance des forces démocratiques invite les autorités à renoncer à ce projet qu'il juge inopportun. Depuis l'annonce du chef de l'État de sa volonté de doter la Côte d'Ivoire d'une nouvelle constitution et la mise en œuvre de son chronogramme en vue de l'organisation du référendum fixé au 30 octobre 2016, au moment où ce projet franchit une nouvelle étape, avec la saisine de l'Assemblée nationale, je voudrais dénoncer l'inopportunité d'une telle réforme
réaffirmer notre total désaccord sur cette réforme constitutionnelle en raison du contexte post-crise délétère. Je l'invite à renoncer à son projet et à mettre en place une assemblée constituante. Pour joindre l'acte à la parole, Affi N'Guessan appelle les membres de l'Alliance à se mobiliser pour dire non au projet de réforme de la loi fondamentale. Le président de l'Alliance des forces démocratiques vient d'achever une tournée de sensibilisation sur la question dans le district d'Abidjan. Le projet de nouvelle constitution a été aussi évoqué par le président de l'Assemblée nationale dans un village à Songon. Guillaume Soro a annoncé que le projet sera présenté le 5 octobre prochain au Parlement par le président de la République. Il a fait cette annonce au lancement de la deuxième étape de la campagne caritative de cure hernière de l'ONG La Vie à Songon. Honoré Naingori. L'avant-projet de la nouvelle constitution sera présenté le 5 octobre prochain devant le Parlement. À Songon, précisément dans le village d'Abadjankouté, ce vendredi, le président de l'Assemblée nationale a affirmé que cet avant-projet de loi sera présenté par le président de la République, Alassane Ouattara, en personne. Cela afin de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution jugée plus consensuelle. Depuis quelques jours, l'Assemblée nationale a reçu l'avant-projet de loi portant constitution de la Côte d'Ivoire le 5 octobre. Nous allons ouvrir de façon solennelle la session ordinaire de notre législature. Et ce sera un fait exceptionnel parce que pour une fois, le président de la République, Alassane Ouattara, viendra à l'Assemblée nationale et s'adressera à partir de la maison du peuple au peuple de Côte d'Ivoire. Avant lui, vous vous souviendrez de mémoire que c'était en 1960 que feu le président Félix Houphouët-Boigny s'était adressé au peuple ivoirien depuis l'Assemblée nationale pour déclarer l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et la seconde fois, le président Houphouët-Boigny est passé à l'Assemblée nationale, c'était en 1965. Et ensuite, vous vous souviendrez récemment, en 1999, le président Bédié était passé à l'Assemblée nationale. Donc, ce sera un fait important. S'étant ainsi exprimé sur ce qui domine l'actualité politique nationale, Guillaume Soro a abordé la véritable raison de son déplacement à Abadjankouté. Il s'agissait de parrainer le lancement de l'opération de cure de la hernie initiée par l'ONG La Vie. 300 personnes, hommes, femmes et enfants, pourront bénéficier gratuitement d'une intervention chirurgicale. Le RHDP se prépare pour les futures échéances électorales. Le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix continue donc d'installer ses coordinations. L'un des cadres du RHDP, Philippe Légré, était à Divo pour l'investiture des membres des coordinations du département. Éric Goré. Des coordonnateurs départementaux conduits par leurs leaders locaux, investis par le RHDP. Ils sont prêts pour les prochaines batailles électorales. L'événement a eu lieu au siège du RDR de Divo. Le maire de cette localité, coordonnateur départemental du RHDP et le député de Divo ont dit leur engagement à faire régner la paix au sein du RHDP local. Nous formons désormais une seule équipe au service d'une même cause, que la victoire du RHDP à toutes les élections. Nous avons aussi ensemble un défi à relever, c'est celui de former un bloc solide autour des idéaux du RHDP pour garantir la paix durable à la Côte d'Ivoire, pour la conduire à l'émergence à l'horizon 2020. L'émissaire du territoire du RHDP, Philippe Légré, a quant à lui invité les populations à prendre part massivement au prochain référendum. C'est dans l'union qu'il y a la victoire. Cette constitution-là, elle est venue pour nous arranger. Il faut la voter à une écrasante majorité. Divo doit faire combien de pourcents? Les militants du RHDP
ont démontré à travers cette rencontre que l'union fait la force. Ils comptent maintenir cette entente qui a toujours prévalu entre les membres de cette famille politique. Arrêtons-nous maintenant sur la journée mondiale de la traduction. Cette journée a été célébrée aujourd'hui. C'est une journée initiée par l'UNESCO et la Fédération internationale des traducteurs. Le but est de vulgariser le métier de traducteur, d'interprète. Et en Côte d'Ivoire, c'est la première fois que cette journée a été célébrée. Pour cette première édition, donc, les traducteurs ont organisé une rencontre pour parler de leur métier. Malika Koulibaly, Franco Adio. Ils sont traducteurs pour les uns et interprètes pour les autres. Ce 30 septembre, journée mondiale de la traduction, ils ont décidé de livrer le secret de leur métier au grand public. Ces personnes-là sont au quotidien dans notre vie, dans nos entreprises, dans nos institutions, dans les couloirs diplomatiques, à la présidence, dans les grandes rédactions aujourd'hui, il y a des services de traduction. Mais on ne les connaît pas. Et c'est grâce aux interprètes et aux traducteurs que confiants, les investisseurs, les touristes, tout ce monde arrive dans un pays qui n'est pas le pays de sa propre langue. On a décidé pour la première fois qu'en Côte d'Ivoire, les traducteurs et interprètes se célèbrent d'abord et se célèbrent avec ceux qui utilisent ce service. La traduction et l'interprétariat, deux métiers qui permettent d'étendre les connaissances et renforcer les liens sociaux. Pour l'UNESCO, initiateur de cette journée mondiale, ces deux professions sont essentielles à cette ère de la mondialisation. Donc la traduction est au cœur de l'interconnexion, la traduction est au cœur de la communication, la traduction est au cœur du vivre ensemble. Et même dans nos villages, en allant dans une contrée où nous ne connaissons personne, nous avons besoin d'un traducteur, d'un interprète pour nous faire comprendre. Pour cette première célébration ici en Côte d'Ivoire, des échanges et des panels ont meublé la journée mondiale de la traduction. Le thème retenu cette année, traduction et interprétation, moteur des échanges et outils de développement économique et social. Sécurisation des opérations monétiques. La banque de demain, c'est le thème de la 3e journée de la monétique qui vient de se tenir à Abidjan. Il s'agit de trouver des solutions aux difficultés d'accès des populations aux services financiers de base. L'objectif est clair, mieux gérer les conséquences de la forte pénétration du numérique, notamment celles liées à la cybercriminalité. Lansini Bakayoko. Désormais au cœur du dispositif économique, les moyens de paiement numérique s'imposent aujourd'hui comme une nécessité au niveau des échanges commerciaux. Confirmation avec cette 3e journée de la monétique d'Abidjan. Il y a un virage numérique qui révolutionne un petit peu le métier de la monétique et le métier des banques en particulier, auxquelles nous nous adressons, pour aborder leurs clients. Donc la monétique, et à travers cette révolution numérique, permet effectivement de toucher des populations beaucoup plus importantes qu'ils ne pouvaient le faire jusqu'à aujourd'hui. La monétique, c'est donc un véritable levier de croissance et de développement dans la création de nouveaux services, aussi bien par l'Internet que par le mobile. Le mobile étant devenu un outil financier qui fait évoluer la bancarisation des masses. Mais à cause des menaces liées à la cybercriminalité, il faut des dispositions particulières. On est dans un environnement extrêmement réglementé, extrêmement sécurisé. Donc tous les acteurs de la monétique sur ce marché ont un environnement réglementaire de plus en plus strict pour répondre à ces exigences en matière de sécurité. La monétique désigne l'ensemble des traitements électroniques et informatiques nécessaires à la gestion ainsi qu'aux transactions financières. En 2016, selon le ministère de l'économie numérique et de la Poste, les niveaux de transactions par jour via les plateformes mobiles atteignent les 10 milliards de francs CFA en Côte d'Ivoire. Le reportage de Lansini Bakayoko était commenté pour vous par Jean-Jacques Kwame. Les femmes chefs d'entreprise, on en parle maintenant, elles viennent de tenir une rencontre notamment avec des partenaires techniques et financiers. Les réflexions ont porté sur la gouvernance des PME et entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, outils, compétences et financements. Le but de cette rencontre, apporter des solutions à la non-maîtrise des procédures de règles de gestion d'une entreprise par les femmes, comme nous l'explique Sita Soro. Elles sont nombreuses, ces femmes qui créent des entreprises dans différents domaines d'activité, mais des initiatives qui ont du mal à se développer faute de maîtrise des procédures et règles de gestion d'une entreprise. Pour apporter des solutions à ce type de problème, la commission Genre-Femmes Entrepreneuriat, CGFE, de la Fédération des PME
a décidé de se pencher sur la problématique de la gouvernance des entreprises dirigées par les femmes afin de garantir leur pérennité. Et ce, à l'occasion de la 2e édition de la conférence annuelle de la femme entrepreneur de Côte d'Ivoire, dénommée CAFESI. Ayant pour thème gouvernance des PME et entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire, outils, compétences et financement, cette 2e édition vise également à créer une plateforme d'échange entre les femmes chefs d'entreprise, les autorités compétentes et les partenaires d'appui technique et financier concernés par le genre dans le secteur des PME. 2 jours qui ont permis d'organiser, entre autres, des sessions techniques de renforcement des capacités des responsables des PME féminines et de faire l'état des lieux des principaux obstacles du développement de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Les élus des districts et régions de Côte d'Ivoire sont allés à la recherche de financement direct à Toulouse, en France. C'était à la faveur d'un forum franco-ivoirien destiné à faire des régions des partenaires privilégiés des investisseurs français. On en sait plus avec Adam Akone. Les régions de Côte d'Ivoire se disent déterminées à capter leur part dans les investissements privés venant de l'étranger. Pour le traduire, les élus ivoiriens sont allés à Toulouse, en France, rencontrer chefs d'entreprise, financiers et industriels dans le cadre d'un forum économique ivoiro-français. Il est bon de venir échanger avec les régions, qui sont après tout des collectivités territoriales. Nous avons des problèmes semblables, ce ne sont pas les mêmes, mais nous avons quand même des problèmes en commun. Et ça nous permet, nous, d'innover aussi, d'imaginer, de réfléchir à des recherches propres de financement. Nous pouvons en rechercher à l'extérieur. Nous faisons du développement de proximité. Vous savez, les bénéficiaires de nos actions, ce sont directement les populations elles-mêmes. Et on parle aujourd'hui de plus en plus de bonne gouvernance, de transparence dans les gestions. Eh bien, les collectivités sont des bons exemples où on peut tester la bonne gouvernance. Face aux opérateurs français, les présidents des régions ont porté la casquette de promoteurs de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Il y a un guichet unique qui a été mis en place qui facilite donc la création des entreprises de toute nature. Quand vous venez en Côte d'Ivoire et que vous voulez créer une entreprise en moins d'une semaine, vous avez tous vos documents et mieux, vous avez donc la facilité au niveau des fiscs. Et vous ne payez pas les impôts pendant un certain nombre de temps. Débuté le mercredi 28 septembre, le forum regroupant administrations publiques, opérateurs économiques et membres de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire a pris fin le jeudi 29 septembre dernier. Et sur place ici à Abidjan, le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement et l'UVICOSI, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, ont signé un accord. Les 2 entités veulent mutualiser leurs efforts pour améliorer le cadre de vie et de travail des populations en Côte d'Ivoire. Alexis Ouedraogo. Récolonisation de sites déguerpis, pratique incivique au quotidien. L'insalubrité a bien la peau dure. Pour renforcer l'impact des sensibilisations et amener un changement des comportements, Anne Désirée Ouloto s'est alliée au maire. Les gros efforts du gouvernement se heurtent, malheureusement, à de très fortes et rapides tentatives de recolonisation des sites traités et déguerpis, à l'incivisme des populations. La convention se veut plateforme de collaboration entre le ministère et l'UVICOSI, un cadre de concertation, d'échange et de décision en vue d'améliorer la qualité de vie et de travail des populations. Je voudrais vous assurer de notre engagement en tant qu'élus locaux à contribuer de façon efficace à l'accomplissement de cette mission qui est par ailleurs une mission commune. Pour le ministre d'État, ministre de la Sécurité Ahmed Bakayoko, la signature de cette convention devrait susciter des initiatives concrètes qui feront bouger les lignes. Nous avons beau construire des beaux ponts, des belles maisons, si notre cadre de vie n'est pas assaini, nous ne pourrons pas avancer. Ça ne sert à rien. Et nous n'avons pas le droit de gaspiller notre vie, nous n'avons pas le droit de gaspiller la qualité de vie à laquelle nous pouvons aspirer. La seconde phase, après la mise en route du dit accord, consistera à travailler au renforcement d'une cohérence dans l'action des ministères techniques, du corps préfectoral et des forces de sécurité.
La compagnie ivoirienne d'électricité vient d'organiser une rencontre avec les industriels. Cette rencontre a porté sur les risques industriels, environnementaux, hygiène, sécurité et efficacité énergétique, comment maîtriser les contours sécuritaires et surtout la consommation en matière d'énergie. Élément de réponse avec Franck Quadio. Un incendie dans une entreprise en zone industrielle, la gestion du risque dans le domaine sécuritaire, l'hygiène ou même l'efficacité énergétique, une préoccupation pour les industriels. Dans le textile, par exemple, il fait perdre des devises. Souvent, il y a des coupures intempestives d'électricité qui nous exposent à certains risques, notamment l'arrêt de nos machines qui peuvent prendre des heures avant de reprendre. La maîtrise de ces risques, le renforcement des services et l'efficacité énergétique, un projet au cœur de cette rencontre de formation. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE renforce les capacités des industriels. De manière à prévenir tous les risques qui sont inhérents à toute activité humaine et surtout dans des démarches aussi complexes que les leurs. Mieux identifier les facteurs de risque par le moyen d'analyse pertinente, de moyens dédiés et de respect de la réglementation des recettes distillées, dans le cadre du partage d'expériences. Si on arrive à convaincre chacun d'entrer dans une démarche, ne serait-ce que le premier pas qui est de prioriser ces risques, on aura beaucoup fait, et pour l'environnement et pour l'hygiène et sécurité dans ce pays. Un moment mis à profit donc, surtout que l'outil numérique pour une meilleure maîtrise de la consommation d'énergie sur les sites industriels a guidé la réflexion. 128 réfugiés ivoiriens en provenance de la Guinée ont regagné leur pays, la Côte d'Ivoire. Ils sont rentrés donc en Côte d'Ivoire mardi dernier. C'est un rapatriement volontaire organisé par le HCR et ses partenaires. Ils ont été accueillis à Sipilou, nous dit Eve Bouy. 128 Ivoiriens de retour en Côte d'Ivoire après plusieurs années d'exil en Guinée. Ils ont été accueillis au poste frontalier de Sipilou le mardi 27 septembre 2016 en début de soirée. Il s'agit d'un rapatriement volontaire organisé par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, HCR et ses partenaires étatiques et techniques. C'est le HCR dans le pays d'asile qui vérifie les intentions de retour, les enregistre et ensuite nous les communique, nous qui sommes dans le pays de retour. Et une fois que c'est fait, nous nous arrangeons, nous organisons logistiquement pour les rencontrer à la frontière, les acheminer dans un centre de transit où nous pouvons les réceptionner, vérifier encore bien que tous les gens qui ont été annoncés sont bien rentrés. Le Sahara s'occupe de la logistique, s'occupe de l'accueil. Le Sahara va s'occuper également de l'identification et faciliter l'observance des formalités administratives à ces réfugiés. Et donc nous avons un rôle de coordination avec les structures pour faciliter également la réintégration socio-économique de ces réfugiés. Et justement, après le retour au Bercail, les attentes sur la réintégration ont droit de citer. Si je me donne un peu d'argent, je fais mes commerces là-bas. Que l'État nous aide afin qu'on puisse vraiment nous insérer dans la société. Des préoccupations déjà étudiées par le gouvernement. La réinsertion portera d'abord sur le volet scolaire au niveau des enfants. Après ce volet scolaire, il y a le volet de la réinsertion socio-économique. Il s'agit de mettre en œuvre des activités génératrices de revenus au profit des femmes, au profit de personnes qui ont des bras valides. Ces 128 ex-réfugiés constituent 29 ménages et sont composés en majorité de femmes et d'enfants. Après donc les mots de bienvenue et les promesses pour un avenir radieux, une collation est servie avant le départ pour le centre de transit de Danané. C'est une autre ambiance qui règne en République démocratique du Congo. La situation inquiète les États-Unis qui déconseillent à leurs ressortissants de se rendre dans le pays. Selon Washington, la possibilité des troubles est très élevée dans certains quartiers de Kinshasa et dans certaines grandes villes de la RDC. L'ambassade américaine procède déjà à l'évacuation de son personnel non essentiel au Congo-Brazza. Pour rappel, les 19 et 20 septembre dernier, des affrontements violents liés au processus électoral ont éclaté entre les forces de sécurité et des manifestants, causant des pertes en vie humaine et la destruction de biens. Le dialogue entre pouvoir et opposition pour calmer la tension n'est pas encore une réalité. Israël a fait ses adieux à Shimon Peres, l'ancien président israélien, prix Nobel de la paix, décédé mardi à 93 ans, a été inhumé aujourd'hui en présence de plusieurs chefs d'État, parmi lesquels le président ivoirien Alassane Ouattara, l'ancien président américain Bill Clinton et l'actuel Barack Obama, ainsi que plusieurs personnalités
ont salué la mémoire d'un homme de paix. Le président palestinien Mahmoud Abbas a assisté aux obsèques. Shimon Peres a été mis en terre à quelques mètres de celui d'Isaac Rabin, autre Nobel de la paix et l'un des artisans des accords d'Oslo. On va terminer en Thaïlande où 3 bébés sont atteints de microcéphalie contractée par le virus Zika. L'information a été donnée par les autorités sanitaires thaïlandaises. Il s'agit du premier pays d'Asie du Sud-Est où s'est produite une contamination in utero. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le Brésil a été jusqu'ici le plus touché par l'épidémie avec plus d'1 million de personnes contaminées et plus d'1 millier de bébés nés avec une microcéphalie. Dieu garde notre pays, la Côte d'Ivoire. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.